Parfait, c'est bon pour moi. C'est parti. Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour ce 3e webinaire sur la dénutrition dont je serai aujourd'hui la modératrice, organisé à l'occasion de la Semaine nationale de la dénutrition. Donc, je me présente, je m'appelle Lila Mebarki, je suis une des 2 infirmières en nutrition aux Hospices civils de Lyon. J'accompagne les équipes dans le dépistage et la prise en charge du patient adulte dénutri, entre autres. Aujourd'hui, la thématique est le jeûne préopératoire et l'approche nutritionnelle périopératoire, présentée par le docteur Huberti, anesthésiste réanimateur au pavillon P de l'hôpital Édouard Herriot. Il est aussi le président du clan du groupement central. Donc, comme nous le savons tous, un jeûne préopératoire est nécessaire afin de sécuriser l'anesthésie, mais il peut aussi être délétère chez les personnes avec un état nutritionnel fragile, ce qui nécessite une prise en charge nutritionnelle périopératoire particulière. La présentation du docteur Huberti va durer 15 minutes. S'en suivra après une période de 15 minutes pendant lesquelles on pourra répondre aux questions des participants. Voilà, je vous encourage vivement à poser toutes vos questions tout au long du PowerPoint du docteur Huberti et puis je les relayerai par la suite. Docteur Huberti, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, voilà, merci, bonjour à tous, merci pour cette présentation. Donc, comme vous l'avez dit, voilà, moi je suis médecin anesthésiste réanimateur sur l'hôpital Édouard Herriot, donc je m'occupe essentiellement de patients adultes. Voilà, mais j'ai essayé d'adapter un peu ce topo pour parler aussi des spécificités pédiatriques. Donc c'est finalement un sujet assez large qu'on doit aborder aujourd'hui, puisqu'on m'a demandé de parler de jeûne préopératoire, mais également de l'enjeu de l'approche nutritionnelle périopératoire. Donc on va forcément être obligé de faire des choix, on ne pourra pas tout aborder dans le détail vu le temps qui nous est imparti, mais l'idée c'est plutôt d'essayer de passer un certain nombre de messages assez simples. Donc, comme vous l'avez dit, l'objectif du jeûne préopératoire, c'est surtout de réduire le risque d'inhalation. Donc, on va y revenir, mais l'inhalation, c'est en gros pour les gens qui sont peut-être pas très sensibilisés avec ce terme, c'est le fait que le patient se vomisse dans les poumons au moment où on le met sous anesthésie générale. Donc ça peut entraîner des complications assez importantes. On parle jusqu'à de la mortalité. Voilà. Donc le but en soi du jeûne, c'est ça, c'est de diminuer ce risque au maximum. Les inconvénients, surtout si on est en face d'un jeûne prolongé et répété, c'est dans un premier temps que ça va entraîner un inconfort au niveau du patient qui va avoir des sentiments de faim, de soif, voire d'irritabilité, d'anxiété, également de l'hypoglycémie. Et à terme, si ça se prolonge, on peut avoir des risques de complications plus importantes comme de la déshydratation, voire de la dénutrition. D'accord ? Donc, d'autant plus que le patient est déjà dénutri en amont de la chirurgie. Donc voilà, comment ça marche cette inhalation ? Voilà, il faut savoir quand vous êtes sur un patient vigile et réveillé qui n'a pas de pathologie particulière, on a un certain nombre de réflexes fondamentaux qui protègent nos voies respiratoires quand on avale ou quand on vomit. Donc on a notamment les cordes vocales qui se referment et on a une petite languette qui s'appelle l'épiglotte qui vient couvrir la filière respiratoire pour permettre aux aliments de tomber directement dans le tube digestif ou au vomissement d'éviter de remonter dans les voies respiratoires. Ce qui se passe, c'est que sous anesthésie générale, on perd ces réflexes fondamentaux. Et donc, le risque, c'est s'il y a des aliments au niveau de l'estomac, et quand on met les gens sous anesthésie générale, ces aliments peuvent remonter en position couchée et tomber dans les poumons. Donc, on diminue ce risque au niveau anesthésique en mettant en place des sondes d'intubation, comme vous voyez en bas à droite de l'écran, c'est-à-dire un petit tuyau en plastique qui vient s'insérer dans les voies respiratoires avec un ballonnet qui assure l'étanchéité et qui permet de diminuer ce risque au maximum durant l'intervention. Mais il nous faut quand même un temps pour la mise en place de ce dispositif et c'est pendant le temps de mise en place de ce dispositif qu'on peut avoir des inhalations. Donc, je vous ai mis une coupe de scanner d'une patiente justement qui avait présenté une inhalation et vous voyez, on a des sécrétions digestives du liquide gastrique au niveau des 2 bases pulmonaires et c'est une patiente qui s'est retrouvée en syndrome de détresse respiratoire aiguë, intubée en réanimation pendant plus d'une semaine. Donc ça, c'est pour ça qu'on demande
aux patients d'arriver à jeun au bloc opératoire. Voilà. Donc, quand on dit à jeun, pour un patient, donc tout ce que je vais vous présenter là, c'est pour un patient entre guillemets standard. Il y a des patients qui sont atteints de pathologies particulières pour lesquelles ces règles de jeûne ne s'appliqueront pas. Mais en tout cas, pour un patient standard, on considère que l'estomac est vide s'ils ont mangé plus de 6 heures avant une anesthésie générale et s'ils ont bu plus de 2 heures avant une anesthésie générale des liquides clairs. Et on entend par liquide clair des liquides qui vont avoir une vidange gastrique assez rapide, donc de l'eau, des jus de fruits sans pulpe, du thé ou du café sans lait. D'accord? Et ça, c'est valable pour l'adulte. Pour l'enfant, les spécificités, enfin c'est les mêmes, pardon. Pour tout ce qui est solide ou lait maternisé du deuxième âge, c'est au moins 6 heures, plus de 6 heures avant l'intervention. Et pour les boissons, c'est également 2 heures. La particularité, c'est le lait maternel ou le lait premier âge, où là, on est un petit peu entre les deux et on considère que jusqu'à 4 heures avant une intervention, ça pose pas de problème. Donc ça, c'est pour des patients standards. Il y a des patients qui vont avoir des facteurs de risque qui les prédisposent aux vomissements, aux inhalations. Tous les patients qui ont des pathologies, certaines pathologies du tube digestif, un reflux, une obésité très importante. Voilà. Et dans ce cas-là, on précise au niveau anesthésique les modalités particulières. Mais en tout cas, pour l'ensemble des patients, il faut qu'on reste sur ces horaires-là. En pratique, on a souvent des patients qui arrivent à jeun de bien plus que ça pour des raisons organisationnelles. Si par exemple vous êtes hospitalisé, vous mangez à 20 h le soir et vous êtes prévu au bloc à 8 h le lendemain matin, et ben on vous donne rien à manger, vous n'avez pas de petit déjeuner à 6 h et donc votre jeûne il n'est pas de 6 mais il est de 12 heures. Si en plus l'intervention est décalée, que vous êtes opéré finalement à 10 h, vous avez un jeûne de 14 heures. Et donc voilà, on est souvent en pratique à bien plus que ça. Voilà, on a même des études qui montrent que dans certains cas, on pourrait être encore moins restrictif avec le jeûne sur des patients sélectionnés. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le risque d'inhalation, il dépend du patient et du geste chirurgical et notamment de la profondeur de l'anesthésie générale. D'accord ? C'est pas la même chose en termes de risque d'inhalation. Si on doit vous faire entre guillemets une sédation, c'est-à-dire on vous endort à moitié mais vous restez relativement vigile, versus si c'est une anesthésie générale profonde. Voilà. Il y a certaines études en pédiatrie qui retrouvent que chez certains patients sélectionnés, on pourrait tolérer la prise de liquide clair jusqu'à 1 heure avant une intervention. Et voilà, il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent aux bénéfices d'une charge glucosée justement avant l'intervention, c'est-à-dire 400 ml de soluté avec du glucose, du sucre, pour prévenir un petit peu les inconforts du patient et puis l'insulinorésistance qui peut poser un certain nombre de problèmes notamment chez les patients dénutris. Donc à ce moment-là, ces patients, on leur donne 400 ml de boissons sucrées 2 heures avant une intervention et ça se passe pas plus mal. Donc voilà, le message c'est jeûne pour l'ensemble, pour la plupart des patients, 6 heures avant pour les solides, 2 heures avant pour les liquides, d'accord, et il n'y a pas besoin de faire plus. Donc voilà pour ce qu'on peut dire à propos du jeûne préopératoire. J'y reviendrai si vous avez des questions par la suite. On va parler maintenant de l'approche nutritionnelle périopératoire. Donc pareil, vaste sujet sur lequel on va devoir simplifier un peu les choses. Voilà, pour introduire ce topo, on a des études qui sont maintenant anciennes, qui ont bien montré, si vous voulez, l'impact de la dénutrition en périopératoire. Et voilà, dans cette étude qui date maintenant de nombreuses années, qui était une chirurgie assez lourde au niveau des ulcères de l'estomac pour des patients. Voilà, ils ont regardé l'influence de la perte de poids avant l'intervention. Ils se sont aperçus que les patients qui avaient une perte de poids de plus de 20% de leur poids habituel avaient une mortalité qui explosait. On passait de 33% de mortalité à 3% au décours d'une intervention. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la dénutrition, elle va avoir une influence importante sur les complications périopératoires. Voilà, elle diminue le système immunitaire. Elle diminue la force musculaire et respiratoire, donc la capacité du patient à se mobiliser, à respirer. Elle gêne la cicatrisation et tout ça, ça va augmenter en périopératoire la mortalité, la morbidité, la durée de séjour et le coût. Donc que des choses qui doivent être diminuées au maximum. Donc l'approche nutritionnelle en périopératoire,
Voilà, en préopératoire, elle va s'attacher à évaluer l'état nutritionnel du patient, savoir s'il est dénutri ou non dénutri. Donc ça, vous en avez normalement déjà entendu parler sur les précédents topos des jours, de hier et avant-hier, si je vous dis pas de bêtises, donc je vais pas y revenir. Et évaluer le risque nutritionnel périopératoire. Donc, chez les patients les plus à risque ou qui seront dénutris, on va mettre en place une prise en charge nutritionnelle, on va y revenir, pour essayer de diminuer au maximum les complications de la dénutrition en périopératoire. L'idée, c'est pas de corriger la dénutrition, parce que clairement, on n'aura pas le temps de la corriger entre le moment où on voit le patient pour une évaluation préopératoire, par exemple au décours d'une consultation d'anesthésie, et le délai de la chirurgie. Mais l'idée, c'est de ne pas aggraver les choses et de faire en sorte que le patient il arrive dans le meilleur état possible pour lui à l'intervention. L'idée, c'est plus d'être un soutien au système immunitaire, fonction de cicatrisation musculaire, qui vont être compromises par le stress chirurgical pour ne pas aggraver encore les choses. Donc voilà, on a des recommandations, notamment chez l'adulte, par la Société française d'anesthésie-réanimation, qui justement explique comment on peut coter ce risque nutritionnel et découle de cette classification du risque une prise en charge nutritionnelle préopératoire. Donc chez l'enfant, il n'y a pas de recommandations aussi précises, mais globalement, les recommandations faites chez l'adulte peuvent être élargies, je pense. Donc en gros, notre évaluation du risque nutritionnel, elle doit évaluer les patients qui sont dénutris, d'accord, et ça, on n'y reviendra pas, les patients qui vont être à risque de dénutrition, et donc il y a les risques qui vont être liés au patient lui-même et à la chirurgie. Donc les risques de dénutrition liés au patient, c'est un âge avancé, la présence, pour faire simple, d'une pathologie chronique ou d'une prise de nombreux médicaments, les antécédents de cancer, voilà, donc tout ce qui va être finalement des facteurs de fragilité du patient vont être des facteurs de risque de dénutrition. Il y a des facteurs de risque qui sont liés à la chirurgie, et là de façon très simpliste, chez chirurgie lourde versus pas de chirurgie lourde, et puis le statut nutritionnel du patient, est-ce qu'il est déjà dénutri ou est-ce qu'il ne l'est pas encore. Et en fonction de ça, voilà, on a 4 grades nutritionnels. Grade 1 et 2 concernent les patients non dénutris, les grades 3 et 4 les patients qui sont dénutris. En gros, le patient de grade nutritionnel 1, c'est le patient non dénutri qui va avoir une chirurgie à faible risque. Et lui, ça ne posera pas vraiment de problème. Et à l'extrême, on a le grade 4, c'est-à-dire le patient dénutri qui va avoir une chirurgie à risque élevé de morbidité. Donc en gros, voilà, sans rentrer trop dans les détails, c'est plus pour que vous compreniez l'intérêt de la prise en charge. Un patient de grade 1, donc non dénutri, avec une chirurgie à faible risque, on ne va pas trop s'en occuper sur le plan nutritionnel, en tout cas en préopératoire. Le patient de grade 4, lui, il faudra lui mettre une assistante nutritionnelle, et s'il a un tube digestif fonctionnel, on privilégiera la mise en place d'une nutrition entérale au moins 7 à 10 jours avant l'intervention. Et puis pour les patients intermédiaires, grade 2, 3, donc dénutris mais avec une intervention sans trop de risque, ou alors non dénutris mais avec des facteurs de risque et une intervention lourde, la prise en charge, elle va reposer essentiellement sur la mise en place de compléments nutritionnels oraux pour qu'ils arrivent dans le meilleur état possible à la chirurgie. Voilà. En post-opératoire, donc une fois que ces patients auront été opérés, il va falloir tenir compte du stress chirurgical finalement, qui va induire une réponse inflammatoire endocrinienne et qui va augmenter le catabolisme de ces patients. On a tout un tas de médicaments également associés qui vont favoriser la diminution de l'appétit. Et donc le risque, c'est de majorer la dénutrition, d'aboutir à une altération de l'état général qui grève le pronostic des patients. Donc pour diminuer ça, il faut s'astreindre à reprendre une alimentation précoce pour la très grande majorité des patients, sauf contre-indication chirurgicale formelle. On doit pouvoir réalimenter les patients dans les 24 premières heures. Donc voilà, les complications chirurgicales formelles, elles sont quand même assez rares. Donc c'est pas parce qu'on a des sutures, par exemple digestives récentes, que c'est une contre-indication formelle à la reprise d'une alimentation orale. Donc il faut savoir stimuler les patients et reprendre précocement l'alimentation. Et puis très rapidement, si on voit que les apports nutritionnels ne sont pas suffisants, il va falloir mettre en place une assistante nutritionnelle. Pareil, on a des recommandations un petit peu de la SPAR chez l'adulte qui précisent un petit peu les choses. En gros, chez un patient qui est non dénutri, qui a une chirurgie à faible risque, on peut se
permettre d'attendre le 7e jour pour mettre en place une nutrition artificielle. Chez les patients qui sont d'emblée dénutris et qui ont eu une chirurgie lourde, ben là, il va falloir débuter immédiatement en post-opératoire le support nutritionnel. Et puis chez les patients, on va dire à risque un peu intermédiaire, voilà, en fonction de leur degré de dénutrition préalable, on introduira soit systématiquement des compléments nutritionnels et dans un second temps, si ça ne suffit pas, un support par nutrition artificielle, soit d'emblée une nutrition artificielle. Ça dépend un petit peu des patients. Mais voilà, l'idée, c'est, vous l'avez compris, je pense, d'essayer de standardiser un peu la prise en charge. Voilà. Je voulais préciser également un petit peu les choses sur les compléments nutritionnels parce que voilà, je vous ai expliqué que c'était un peu une pierre angulaire de la prise en charge périopératoire, notamment préopératoire. Il faut savoir que tous les compléments nutritionnels oraux ne sont pas équivalents. Il y a beaucoup de solutés différents dans le commerce qui ont un contenu en calories et en protéines très différents. Donc voilà, il ne faut pas prescrire n'importe lequel au hasard. Il faut conjointement avec l'équipe de diététique ou alors avec des protocoles préétablis, avoir une idée un petit peu de ce qu'on met dans ces compléments. Pour évaluer les prises orales des patients, les prises caloriques, donc pareil, soit vous pouvez organiser des suivis diététiques, on a des échelles là, qui se développent un petit peu à l'image de ce qu'on a pour évaluer la douleur, des échelles analogiques de 0 à 10 qui permettent d'évaluer un peu les prises caloriques du patient en fonction de ce qu'ils ont mangé le dernier repas par exemple. Voilà, et en dessous de 7 sur 10, vous avez notamment sur cette échelle qu'on appelle le CFI, un risque nutritionnel qui augmente. Voilà, on va juste terminer en parlant un petit peu de ce qu'on appelle l'immunonutrition. Donc, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de sociétés savantes là, qui s'intéressent justement à la réhabilitation accélérée des patients après une prise en charge chirurgicale et qui font un peu des faisceaux de recommandations et notamment qui font des recommandations sur la prise en charge nutritionnelle périopératoire. Et dans ces recommandations, il y a parfois, et quelquefois même, des recommandations sur les solutés qu'on appelle d'immunonutrition. Alors, c'est des solutés un peu particuliers, c'est en gros des compléments nutritionnels oraux, mais qui ont un contenu un petit peu différent. Alors, il en existe différents types, mais en gros, ils contiennent autre chose que des protéines et des calories, et ils contiennent notamment certains substrats qui pourraient avoir un rôle bénéfique sur le système immunitaire en tant que tel. Mais par ces substrats, on entend de l'arginine, des oméga 3, voire des acides nucléiques. Alors les contenus ils divergent un peu en fonction des solutés qu'on regarde, et forcément leurs effets vont être un peu différents. Donc, quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle en France, ce qui est recommandé par la HAS, là, donc pour ces produits, on va dire d'immunonutrition en préopératoire, c'est pour l'instant réservé à la nutrition préopératoire des patients, donc adultes, qui vont avoir une chirurgie colorectale carcinologique, d'accord, et éventuellement en post-opératoire chez des patients dénutris adultes qui ont une chirurgie digestive carcinologique. Donc ça peut être amené à évoluer dans les prochaines années en fonction des prochaines recommandations, mais en tout cas pour le moment la HAS se limite à ça. Voilà, donc en conclusion, ce qu'on peut rappeler, c'est que le jeûne préopératoire, son enjeu, c'est de diminuer au maximum le risque d'inhalation. Il doit être de 6 heures pour les solides, 2 heures pour les liquides clairs, voilà, 4 heures pour les laits, on va dire, deuxième âge hein, en pédiatrie. Mais ça ne sert à rien de faire plus. Il y a possiblement des cas où on voudrait faire moins. Attention quand même, il y a des patients qui vont avoir des pathologies particulières qui vont faire en sorte que ces règles de jeûne vont être adaptées par le médecin anesthésiste en périopératoire. Mais en tout cas, bon, si c'est 6 heures et qui est préconisé par le médecin anesthésiste, ça ne sert à rien de faire plus, ça ne sert à rien de le mettre à 12 heures. On va arriver qu'à augmenter les inconforts du patient sans bénéfice sur le risque d'inhalation. L'approche nutritionnelle périopératoire, son enjeu, c'est de diminuer les complications, d'accord, la durée de séjour et le coût. Elle repose sur une évaluation du risque nutritionnel en préopératoire par chaque patient et une assistance nutritionnelle chez certains. Voilà, essentiellement des compléments nutritionnels, voire une nutrition entérale. Et puis, en post-opératoire, il faut savoir reprendre précocement l'alimentation et, pareil, anticiper et administrer une assistance nutritionnelle chez les patients les plus à risque. Voilà, j'ai terminé ce topo. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.
Docteur Huberti, merci pour cette présentation très claire et complète au vu du temps qui vous était imparti. Alors oui, on a des questions qui sont arrivées sur le chat pendant votre présentation. Donc la première, c'est, vous nous avez parlé des aliments liquides et solides. Qu'en est-il pour le délai pour la cigarette? Alors, il faut savoir qu'on a, maintenant, le risque lié à la cigarette, il est multiple. C'est pas que le risque d'inhalation, hein, c'est-à-dire c'est surtout un risque lié à l'administration de fumer du tabac chez des patients qui vont être en apnée en fait avant qu'on les endorme. Donc c'est pas que un risque qui est lié à l'inhalation. En gros, c'est plus une contre-indication formelle à l'anesthésie générale le fait d'avoir consommé des cigarettes avant une intervention. Après, il est plutôt recommandé d'éviter dans les 6 heures avant une intervention, mais c'est plus une contre-indication formelle, c'est-à-dire à titre personnel, un patient qui a fumé 2 heures avant une chirurgie, je l'endors sans arrière-pensée. Très bien. Alors, donc, l'importance de mettre à jeun avant l'induction anesthésique a bien été comprise. Par contre, le chirurgien a-t-il lui aussi besoin que le patient soit à jeun pour la chirurgie elle-même? Et en effet, parfois, c'est le chirurgien qui demande à ce que le patient soit à jeun la veille de l'intervention ou à partir de minuit. Oui, à mon sens, sauf des interventions peut-être très particulières, gastro-intestinales hautes, mais j'ai pas notion qu'il y ait que le chirurgien soit gêné par la présence d'aliments dans le tube digestif, en tout cas sur des règles de jeûne plus restrictives. Comme je vous disais, il y a des patients qui vont avoir un risque d'inhalation plus important, un lien avec une pathologie digestive, par exemple un patient qui aurait quelque chose qui comprime ses voies digestives, qui comprime son estomac ou qui a un reflux gastro-intestinal très important, par exemple, qui a un risque d'inhalation majorée, celui-là, on pourra discuter de le mettre à jeun plus longtemps que les 6 heures préconisées habituellement pour diminuer le risque d'inhalation. Mais ça doit être une concertation avec l'anesthésiste et le chirurgien. Le chirurgien peut faire part de son inquiétude sur le risque d'inhalation et qu'on adapte le jeûne en fonction, mais à mon sens, il n'y a pas vraiment d'intervention chirurgicale qui imposerait que le chirurgien demande un jeûne plus prolongé. D'accord. Qu'appelle-t-on les liquides dans le cadre du jeûne pré-op? Alors, ça, on en a un petit peu parlé, c'est-à-dire, je vais me remettre sur la diapo de la SFAR. Voilà, on parle on dit de façon un peu abusive probablement, on parle de liquide clair, c'est-à-dire de l'eau, les jus de fruits sans pulpe, le thé et le café sans lait. Voilà, c'est ça ce qu'on autorise comme liquide avant une intervention. Donc c'est cela et pas les autres. Très bien. Y a-t-il un intérêt à utiliser des solutés spécifiques, type pré-op, ou bien les autres liquides clairs sont aussi, ou les autres liquides clairs font aussi bien? Jus de pomme, café, thé? Alors, l'enjeu du pré-op, c'est d'avoir un apport en glucides, d'accord, un apport en sucre pour diminuer l'hypoglycémie et puis dans une certaine mesure diminuer l'insulinorésistance. C'est-à-dire qu'en gros, au décours d'une intervention, vous allez avoir un stress chirurgical qui va favoriser l'insulinorésistance et derrière, ça pourrait risquer de majorer un peu le catabolisme. Donc sur les patients dénutris, on veut essayer d'éviter ça. Donc l'idée, c'est d'avoir un apport de glucides. L'intérêt de ces solutés pré-op, entre guillemets, c'est qu'ils sont normés en volume et en nombre de calories. Donc on sait à peu près quel volume ça représente et quelles calories ça représente. Voilà, faut savoir que dans les études hein, sur ces solutés dont on a parlé un petit peu rapidement, on fait ingérer au patient la veille au soir 800 ml de solution et 2 heures avant l'intervention, on lui refait ingérer 400 ml. Donc ça a l'avantage d'être un peu normé, quoi. On connaît le contenu en glucides et le volume de ces solutés. Après, du coup, dans le café noir, vous avez peu de glucides normalement. Le jus de fruits sans pulpe, vous en avez, mais vous ne savez pas très bien combien ça contient de calories. Donc je pense dans les cas spécifiques où on prescrit cette charge glucosée, autant le faire avec des solutés dédiés pour ça, quoi. D'accord ? Mais voilà ce que je peux vous dire. Très bien. En pré-op, faut-il privilégier une hydratation intraveineuse avec du glucose ou bien les liquides clairs Péros? Eh bien, un liquide clair Péros.
d'accord, jusqu'à 2 heures avant. Tant que à chaque fois que la voie digestive est fonctionnelle, il faut la privilégier. Chez un patient nourri en jéjunal, faut-il aussi mettre les patients à jeun avant une induction anesthésique? J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui. Probablement que le risque est inférieur chez ces patients-là, surtout s'ils ont des sphincters entre guillemets gastriques qui sont fonctionnels. Mais voilà, je pense qu'il faut les mettre par précaution. J'ai peu d'études en fait pour les patients qui sont alimentés uniquement par jéjunostomie, enfin en tout cas à ma connaissance, mais je dirais que voilà, c'est plutôt rationnel de leur appliquer les mêmes règles de jeûne qu'aux autres et pas faire plus quoi. C'est-à-dire si déjà tous les gens qui étaient alimentés par jéjunostomie, on s'en tenait à 2 heures pour les liquides clairs et 6 heures pour les solides, alors vous allez me dire le liquide, le soluté entéral, où est-ce qu'on le classe? Est-ce qu'on le met dans les solides? Est-ce qu'on le met dans les liquides? Probablement que c'est un petit peu entre les deux. Mais pareil, j'ai pas vraiment d'études à vous donner. Pour préciser, voilà, les recommandations, elles stipulent pas, elles disent un patient qui est alimenté avec un soluté de nutrition, il faut se mettre à 4 heures. Non, ça, j'ai pas vu d'études qui recommandaient ça. Donc je dirais, voilà, faire à jeun 6 heures, peut-être un peu par excès, mais en tout cas, pas plus que 6 heures, quoi. D'accord. Chez les patients déjà intubés en réanimation, faut-il mettre les patients à jeun lorsqu'ils retournent au bloc opératoire ou pas nécessairement? Alors, en fait, ça dépend un peu ce qu'on va leur faire comme intervention. Si c'est des patients qui risquent d'être extubés pendant l'intervention ou au décours immédiat de l'intervention, c'est-à-dire voilà, le risque d'inhalation, il existe quand on met en place le tuyau, mais également son intubation, pardon, mais également quand on l'enlève. Il faut savoir que le patient, quand on l'extube, il est quand même dans un état de conscience, on va dire un peu intermédiaire, et il a aussi un risque d'inhalation en salle de réveil, en post-opératoire. Donc, voilà, le mettre à jeun, ça se permet de s'affranchir un peu de ce risque aussi en post-opératoire. Donc, j'ai envie de dire, si le patient, il doit être intubé, il doit être extubé, ou il est prévu qu'il soit extubé pendant ou après l'intervention, il faut rester sur ces règles de jeûne-là. Si après, c'est une certitude que il doit pas être extubé au décours de l'intervention ou pendant l'intervention. On pourrait le maintenir. Après, il faut savoir que voilà, c'est un peu un rapport bénéfice-risque, quoi. C'est-à-dire maintenir une alimentation entérale au bloc, ça va rajouter la gestion d'une pompe à nutrition au bloc opératoire. Donc, c'est des choses qui sont être un peu encombrantes, qui vont pas forcément être bien surveillées durant l'intervention, hein, parce que les gens ont autre chose à faire que surveiller la nutrition pendant une anesthésie générale au bloc. Donc, j'ai envie de dire, à mon sens, le rapport bénéfice-risque, il est plutôt à interrompre la nutrition quelques heures pour permettre la prise en charge au bloc. Après, voilà, si le patient ne doit pas être ni intubé ni extubé au décours de l'intervention, on pourrait peut-être arrêter la nutrition juste avant le départ au bloc et la reprendre juste après. Mais est-ce que vraiment il y a un gros bénéfice à ne pas respecter ces règles de jeûne? Je ne suis pas sûr. Très bien. Qui a en charge la prescription de l'oral impact? C'est plutôt l'affaire de l'anesthésiste ou du chirurgien? Je pense que c'est des questions d'organisation en fonction de la structure. Comme je vous ai dit, les indications, à mon sens, hein, en tout cas celles recommandées par l'HAS à l'heure actuelle, elles sont plutôt assez restrictives hein, sur le rôle impact. On est vraiment sur de la chirurgie, enfin en tout cas en préopératoire, de la chirurgie colique programmée, donc c'est quand même pas la majorité des patients. Ça dépend un peu de votre structure. Sur Édouard Herriot, il y a des protocoles et c'est principalement l'anesthésiste qui en a la charge, mais ça peut tout à fait être le chirurgien. Il n'y a pas de raison que, je pense, les deux se sentent concernés par la prise en charge nutritionnelle préopératoire. Donc c'est vraiment une organisation à avoir et des protocoles à mettre en place, mais les deux peuvent s'en occuper. Très bien. On a aussi une question. Alors, manger des chewing-gums, quel est l'intérêt? Sur la diapo notamment qu'on voit à l'écran. L'intérêt, il y en a plusieurs. Déjà, voilà, faut savoir que des patients avant une intervention chirurgicale sont un peu anxieux. Donc des fois, manger un chewing-gum, ça permet de réduire un petit peu l'anxiété. Il y en a qui sont inquiets un peu pour leur haleine. Voilà, ils peuvent également manger un chewing-gum pour se faire, voilà, enfin, éventuellement avoir un petit apport de glucose sans remplir trop l'estomac. Voilà les bénéfices que, enfin, surtout aux amateurs de chewing-gum de répondre à cette question, j'ai envie de dire, mais bon, c'est pas obligatoire de mâcher un chewing-gum avant une intervention chirurgicale. C'est si vous voulez, c'est pas une contre-indication. D'accord.
On a encore 2 questions. Rapidement, en cas de dénutrition pré-op, faut-il différer la chirurgie selon vous? Eh ben, ça dépend un petit peu, ça aussi, c'est des discussions, hein, qui sont à faire au cas par cas. C'est sûr que si le patient, il a, je sais pas, un cancer, évolutif très rapidement ou alors une pathologie, qui lui comprime, les voies respiratoires, par exemple, vous voyez, il va falloir l'opérer assez rapidement, on n'aura pas le temps d'attendre. Si en revanche, c'est une chirurgie qui peut être différée chez un patient grandement dénutri, je pense qu'effectivement, ça vaut le coup de discuter, de mettre en place l'assistance nutritionnelle et puis d'opérer le patient une fois que son risque périopératoire sera jugé inférieur. Mais ça, c'est vraiment des discussions qui doivent être faites au cas par cas. Voilà, ça dépend du patient, ça dépend de la pathologie qu'il a, ça dépend de l'intervention. Voilà, il y a des fois où on peut le faire. Je pense que si on peut le faire, c'est plutôt bien. Et puis si on peut pas, ben, il faut faire au mieux. Souvent, on est sur des compromis, c'est-à-dire on décale un petit peu, mais pas trop. Et puis, je ne sais pas si on peut en prendre une dernière, parce que le temps, on arrive à la fin du temps imparti. Rapidement, comment envisager l'évaluation nutritionnelle préopératoire lors de la consultation anesthésie en sachant que celle-ci est très courte? Eh ben oui, bah, c'est comme, oui, oui, c'est vrai que c'est compliqué. Après, il faut savoir que l'évaluation anesthésique, hein, on évalue le risque cardiovasculaire, on évalue le risque respiratoire, on évalue le risque de retour à domicile, on évalue le risque d'avoir des vomissements post-opératoires. Ça fait partie de notre métier, d'évaluer tous ces risques. Après, comme je vous disais, l'évaluation de, enfin, vous en avez parlé, je pense, de vos topos les jours précédents, de l'évaluation du statut nutritionnel, il est surtout clinique, hein, c'est-à-dire c'est essentiellement de la perte de poids et de l'IMC, donc ça prend pas énormément de temps à recueillir en consultation d'anesthésie. Bon, les facteurs de risque liés aux patients, c'est pareil, c'est assez rapide. Après, c'est sûr que s'il faut expliquer aux patients l'intérêt d'une prise en charge nutritionnelle, prévoir, lui expliquer comment on prend des compléments nutritionnels, tout ça, ça prend un peu plus de temps, mais c'est des choses qui, si on y est entre guillemets un peu préparé et habitué, vont finalement assez vite. Nous, on travaille sur Édouard Herriot pour avoir un peu une aide à la prescription, en tout cas au niveau de la consultation d'anesthésie informatisée, c'est-à-dire des cages à cocher et puis avoir des prescriptions de compléments nutritionnels déjà toutes faites pour essayer de gagner un petit peu de temps. Je pense que clairement, ça peut quand même rendre service aux patients et si on doit passer une minute de plus, ça peut valoir le coup. Très bien. Merci beaucoup, docteur Huberti. On pourrait continuer comme ça encore pendant une demi-heure, hein. Il y a des questions qui arrivent encore sur le chat, mais malheureusement, le temps imparti est terminé. Donc, on se rend bien compte que la thématique du jeûne au sens large est complexe. C'est pourquoi le clan central a décidé de s'emparer du sujet et d'en faire une priorité pour l'année à venir. Voilà, merci à tous d'avoir participé et n'oubliez pas, demain à la même heure, c'est le professeur Bonnefoy qui vous parlera de la dénutrition chez la personne âgée. Merci à tous, bon après-midi.